Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. La stratégie de Tesla en Europe repose autant sur la Gigafactory berlinoise que sur les importations venant de Shanghai. Si l'usine chinoise continue à produire ses autos de plus en plus vite, celle de Berlin pourrait voir ses chaînes s'arrêter sous peu. Faute de composants. Décryptage. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Avant de commencer cet épisode, je voulais juste lancer encore une fois un appel. Aujourd'hui, le choucroute garage est à la croisée des chemins, au même titre que l'automobile électrique. Actuellement, je fonctionne de manière totalement autonome et tout seul. Malheureusement, les revenus de la chaîne ne me permettent plus aujourd'hui de vivre de mon travail. Le propos n'est pas ici de faire appel à de nouveaux dons. Ce que j'aimerais faire, c'est atteindre la barre des 100 000 abonnés le plus vite possible afin de débloquer pas mal de contrats de sponsoring qui vont me permettre de financer les vidéos. Rien n'est catastrophique pour le moment, mais il est clair que si la situation n'évolue pas, eh bien, le choucroute garage est condamné. Sans faire de catastrophisme, je vous demande simplement de partager aussi largement que possible. Et si vous regardez ces vidéos alors que vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, ça m'aiderait à faire survivre la chaîne. Merci beaucoup. Après ce petit message, place à votre épisode. Le commerce entre l'Asie et l'Europe est depuis des décennies un pilier de notre économie. Nombre de produits manufacturés, si ce n'est pas tous, ont au moins des composants provenant d'Asie. Électroniques, microprocesseurs, batteries et divers matériaux proviennent de Chine, de Taïwan, de Corée du Nord ou d'Inde. Toute industrie utilisant en Europe des métaux, des composants électroniques, des hydrocarbures ou du verre sont dépendants de tels approvisionnements arrivant de ces pays. Pour les amener à nous, de manière économique, le transport maritime est le moyen privilégié et 80% du commerce mondial utilise ce moyen de transport selon l'Organisation mondiale du commerce. Or, établir des routes commerciales maritimes entre les deux continents est compliqué. Dès l'Antiquité, les navires passaient de longs mois en mer pour contourner l'Afrique, afin d'importer ou d'exporter denrées et marchandises entre les deux continents. Au temps des pharaons, grands bâtisseurs chevronnés, l'idée est née de relier le Nil et la mer Rouge par un canal. Plus tard, d'autres projets ont vu le jour, dont un canal entre la mer Rouge et la Méditerranée. Il n'a vu le jour qu'au XIXe siècle, sous la forme du canal de Suez, et sa position stratégique en a fait un point incontournable du commerce Europe-Asie. Tous les produits exportés par l'Afrique de l'Est ou provenant d'Asie étant transportés par voie maritime, y transitent. En tant que point de passage primordial pour l'économie, le canal est très surveillé. Ses protections militaires sont solides, et nul ne voudrait s'y frotter. Il reste pourtant un problème bien plus épineux, la mer Rouge. Plus vaste, cette mer, d'un peu moins de 2000 km de long sur 365 km de large, oblige les navires à emprunter une zone où les attaques pirates sont favorisées par une taille relativement réduite, mais compliquée à protéger parce que la surface est somme toute assez importante. Depuis quelques semaines maintenant, des tensions se font jour avec des attaques de navires marchands au large du Yémen. Situé à l'embouchure de la mer Rouge, le Yémen joue un rôle critique dans la sécurité des navires empruntant cette route. Les rebelles houthis yéménites ont donc choisi ce point pour perpétrer des attaques contre les intérêts internationaux. En quelques semaines, ce sont 27 navires qui ont été attaqués, perturbant l'économie de plus de 50 pays. En tout cas, selon Joe Biden, le président américain. Des frappes aériennes conjointes entre plusieurs pays ont eu lieu pour tenter de rétablir la sécurité de ce point de passage essentiel. Du côté français, la frégate Provence patrouille dans la zone en complément d'une flotte de navires militaires européens, mais aussi d'une flotte internationale. Ça, c'est pour la situation. Mais qu'en est-il des conséquences ? Début janvier, l'armateur danois Maersk a annoncé le déroutement de ses navires autour de l'Afrique, et nombre de transporteurs ont suivi son exemple. En contournant l'Afrique, au lieu de passer par le canal de Suez, le temps de trajet est augmenté de 10 à 15 jours. Les coûts de transport ne sont pas non plus épargnés. La consommation accrue en carburant et la rentabilité des navires en baisse vont mathématiquement l'impacter. J'en arrive donc aux conséquences pour l'usine Tesla de Berlin. Comme toute entreprise industrielle, la Gigafactory a besoin de pièces pour assembler ses produits. Mais dans le cas d'une usine de voitures électriques, c'est encore plus critique. Le plus gros des éléments de la voiture est en effet produit en Chine, à savoir la batterie.
Vu que les cellules arrivent en conteneurs, le pack a beau être assemblé à Berlin, il n'en est pas moins fortement dépendant des approvisionnements. Pièces de suspension, électronique, écran et vitrage dépendent aussi des navires passant par le canal de Suez. Or, une usine fonctionne rarement avec du stock, aussi bien en termes de produits finis que de composants. Il existe certes une petite réserve d'urgence, mais la rentabilité d'une telle unité de production repose aussi sur une maîtrise de la chaîne d'approvisionnement et son optimisation. Elle fonctionne souvent selon un principe appelé flux tendu ou juste à temps. Les composants sont livrés directement sur la chaîne de production avec des quantités judicieusement calculées afin de permettre à la production de fonctionner pendant une courte durée. Lorsque j'ai visité l'usine Peugeot de Mulhouse dans les années 90, la quantité de composants en réserve sur le bord de la chaîne permettait de tenir 1 heure tout au plus. Les camions des fournisseurs apportaient les palettes selon un timing précis et un horaire non moins pointilleux. Les fournisseurs se voyaient infliger une pénalité si le camion arrivait plus de 5 minutes trop tard ou trop tôt sur le lieu de déchargement. Si on combine ces deux informations, blocage en mer et fonctionnement des usines, il est aisé de comprendre ce qu'il se passe. Les gestionnaires de production de Tesla ont à faire face à deux aspects de la situation. Premièrement, ils savent à quelle date les derniers navires ont passé le canal de Suez. Et surtout, quand ils arriveront chez eux. Ils peuvent donc assurer la production jusqu'à la date du 27 janvier. Ils peuvent également estimer l'arrivée des prochains chargements, après environ 10 jours d'interruption. Ils doivent donc estimer le moment de la reprise de production, mais n'ont aucune certitude sur le délai précis. Ils ont donc, selon les informations disponibles à ce jour, décidé d'interrompre la production jusqu'au 9 février 2024. Cette date devrait permettre au premier chargement d'arriver et de reconstituer un stock tampon pour reprendre une activité continue. Deuxièmement, ils ne peuvent ignorer que cette situation ne sera que temporaire. Il est en effet impensable de voir les autorités mondiales laisser pourrir une telle situation. Autant, lorsqu'il s'agit de guerres idéologiques, ils peuvent laisser une situation s'envenimer. Mais lorsqu'on s'attaque aux intérêts financiers et économiques, là, ils réagissent promptement. Après une période de pénurie, les régulateurs de production devront donc anticiper une période de surabondance, lorsque les derniers navires arriveront de leur périple autour de l'Afrique et que les autres emprunteront de nouveau le canal de Suez. Pas facile de gérer, mais l'Allemagne s'est dotée d'un dispositif pour permettre de traiter ce genre de situation, le Kurzarbeit. Lorsque l'activité d'une entreprise est modifiée par des fluctuations saisonnières ou des événements exceptionnels, les employeurs peuvent faire appel à ce dispositif. Les employés sont mis au repos partiel ou total pendant la période de réduction ou d'arrêt de la production. Leur salaire n'est impacté que partiellement, voire pas du tout en fonction de l'entreprise. Un crédit de temps travail est alors acquis par l'employeur. Lorsque l'activité reprend et atteint des pics supérieurs à la normale, l'employé travaille alors les heures non réalisées lors du Kurzarbeit. Dans le cas de Tesla, vu que l'usine est encore en augmentation de sa capacité de production, nul problème pour absorber la surabondance de composants. La production sera temporairement augmentée pendant les périodes dans la semaine où l'usine est actuellement à l'arrêt. Il est même possible de faire se chevaucher des équipes dans certains cas pour permettre d'augmenter la cadence à l'assemblage final sans impact sur la qualité. Au final, cette interruption de production aura-t-elle un impact sur le chiffre global de production de l'usine? Oui, mais ce sera très minime. En revanche, si la situation devait perdurer plusieurs mois, les coûts de production s'en verraient affectés, et peut-être même le prix des autos pour le client final. C'est une situation difficile, mais qui est plutôt facile à gérer. Reste un point que je voulais soulever. L'information de l'arrêt de l'usine Tesla n'a pas encore fait grand bruit dans les médias, mais c'est la seule qui était relayée largement par des articles. Pourquoi? Volvo prévoit également d'arrêter sa production et bien d'autres entreprises le feront sans pour autant en informer les médias. L'organisme à l'origine de l'information est l'agence Reuters. Depuis peu farouchement anti-Tesla après avoir été taclé par Elon Musk sur X, anciennement Twitter, Reuters a visiblement décidé de répondre de la pire des façons, en manipulant les informations qu'elle transmet. Centrer le problème de la mer Rouge sur la seule usine Tesla de Berlin est un non-sens, sauf s'il s'agit de faire du buzz à bon compte tout en taclant une entreprise d'Elon Musk. Toutes les entreprises industrielles, constructeurs automobiles traditionnels compris, vont devoir gérer une rupture d'approvisionnement et interrompre partiellement ou totalement leur production. Ne parler que de Tesla est juste biaisé. Pour un organisme censé relayer des faits objectifs, c'est plutôt malvenu.
En tout cas, pour la situation réelle et factuelle, c'est à suivre assurément. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.